1960, 60-61, j'arrive en Konsamba, 61-62, je descends à Douala. En 66, je pars de Douala pour Yaoundé, où j'ai commencé à travailler en 67. Et de 67 jusqu'à 2000, de 67, 72, j'ai commencé à travailler à l'EPC. C'est en 75 que j'ai été intégré au cabinet dentaire de l'EPC à Djongolo. Okay. Et j'ai commencé ma formation en dentisterie en 1968. Et de 1968 jusqu'à 80, j'étais déjà dentiste. Et de 80 jusqu'à 97, j'étais affecté à Ebolova. De Bolova, en 99, j'étais affecté à QC comme responsable du service dentaire de l'annexe dentaire que nous avons créé à QC. QC qui était un carrefour de Cameroun, Gabon et la Guinée équatoriale. Après 2003, 2002 d'ailleurs, je suis revenu à Enongal. En 2003, j'ai été affecté à Bertois comme infirmier chef du service dentaire jusqu'en 2007, où j'ai pris ma retraite en août. Et de cette période-là, je suis revenu à Djongolo, à Yaoundé, où j'ai vu jusqu'à nos jours. J'ai été recruté d'abord comme jardinier en 67. 67-68, j'étais jardinier. 68-69, mon patron m'a intégré à la dentisterie. J'ai été blanchisseur, j'ai été garçon de salle, j'ai été garçon de laboratoire. C'est après ça qu'il a jugé, n'est-ce pas, de mes capacités, que je dois être formé comme dentiste pour les gens que j'ai trouvés en place. Et c'est là où j'ai continué jusqu'à ce que je sois confirmé. Je sors avec un diplôme de formation dentiste en 1990. Après cette formation, on a commencé à me donner des responsabilités. Vous savez, à notre temps, ce n'était pas comme aujourd'hui. Elle a été choisie comme fiancée par mon grand, qui s'appelait M. Adjari Mathias, dès qu'elle avait 4 ans. Et je suis resté jusqu'à attendre, si bien qu'elle m'a rejoint à Yaoundé en 1972. Et en 1972, on a passé 3 ans sans enfant. C'est en 1974 qu'elle a eu sa première grossesse. On a accouché le premier enfant, garçon. Et en 1977, elle accouche un deuxième garçon. En 80, elle accouche un troisième enfant, qui est une fille. En 82, une fille encore. Et maintenant, en 85, en 84 d'abord, elle accouche un garçon qui était mort-né. En 86, elle accouche encore un garçon qui a passé une journée, 24 heures, et était décédé. Et c'est là où nous sommes restés. Et en 90, elle accouche un autre garçon, qui est celui-là qui est vivant jusqu'à maintenant. Et elle s'est arrêtée jusque-là. Puisque pour accoucher le dernier garçon, là par césarienne,
Bon, je constatais que ça ne valait pas la peine qu'elle continue à accoucher. Donc, je me suis croisé avec une fille où on a fait quelques sorties et elle a pris la grossesse aussi. Et les parents ont demandé que je dois faire le choix. Si je ne peux pas la prendre comme ma femme, on va me poursuivre, puisqu'elle avait 18 ans. Alors j'ai dû accepter. Elle a accouché aussi un premier garçon. Après le premier garçon, qui était né en 89, elle accouche un deuxième garçon en 91. Et puis elle accouche un troisième enfant qui était une fille de 7 mois. Elle n'a pas survécu. Après, elle a accouché un autre garçon. Et en 1998, elle accouche un quatrième. Et maintenant, en 98, un garçon. Et en 2003, une fille. Non, en 2002, une fille. Et en 2003, un garçon qui vit maintenant. On a vécu pendant ce temps à Yaoundé. Elle a commencé à être malade en 2008, 2009. De 2009 jusqu'à février 2009, elle est tombée sérieusement malade et elle décède le 16 février 2010. Je dis Mathias, nous étions... lui, il avait sa maman. Sa maman était la femme de mon grand-père, celui qui avait fait mon papa. Et lorsque son papa décède, sa maman a pris sa grossesse, elle a accouché, papa a dit, et moi aussi également. Mon maman avait accouché aussi des enfants qui mouraient et je suis resté seul. Donc en quelque sorte dans notre maison, je le prenais comme mon père et dans la réalité, il pouvait être mon cousin. Mais comme chez nous en Afrique, ces problèmes se posaient toujours quand on voit quand vous avez déjà un comme celui-là, tu l'appelles toujours ton père. Alors nous avons vécu, nous étions restés seulement nous deux au sein de cette maison. Parce que même tous ses frères que sa maman a accouchés étaient déjà décédés. Nous sommes restés seulement deux jusqu'à grandir. Et c'est là où lui aussi s'est marié. Il a commencé aussi à faire des enfants. Il a fait aussi des enfants où l'aîné était même décédé. Et il a laissé, après que l'aîné décède, à l'âge de 32 ans, il a laissé son petit frère et sa petite sœur qui vivent actuellement. Donc franchement, il a été considéré comme mon père. Pour ce qui concerne ma naissance, moi-même, je suis né pendant la Deuxième Guerre mondiale, hors du village. Alors ma maman a accouché quand on fouillait les militaires qui venaient dans un coin entre le côté anglophone et francophone à limitrophe. C'est là où on me surnommait que je suis l'homme qui a fui les Blancs. C'est-à-dire qu'il a abandonné le village aux Blancs. Si bien que beaucoup de gens dans l'ancien temps là ne connaissaient pas mon vrai nom, Michel. On m'appelait toujours Yenenkalamia. C'est un temps que les gens ont compris que non. Moi-même, quand je connaissais déjà, je réfléchissais, dit que non, mon nom ce n'est pas Yenenkalamia, ce nom c'est Michel. Que beaucoup de gens aussi ont commencé à oublier de m'appeler Yenenkalamia. Oh, pourquoi ne pas être fier? Je suis fier parce que je peux dire que Dieu m'a tout donné. Parce que Dieu m'a donné les femmes, Dieu m'a donné les enfants. Et
il m'a donné la santé, il m'a donné tout ce que j'ai demandé, parce que j'ai construit, je vis avec ma famille, et je peux dire que je suis comblé de tout ce que j'ai demandé au Seigneur. J'ai eu 11 enfants, 8 garçons et 3 filles. Et le premier, c'est Amadou Clément, le deuxième, Adinda Frédéric, le troisième, Nkwamba Marthe, le quatrième, Subim Patricia, le cinquième, Adjedi Joseph, le sixième, Henri Yannick, le septième, il s'appelle Zé, Brice Roméo, Zéngu Brice Roméo. Il y a le huitième qui s'appelle Elangu Emmanuel, le neuvième qui s'appelle Nkem, Ngu Patrice Landry, et le dixième qui s'appelle Nzé Ngu Sarah, et le onzième qui s'appelle Assoua Ngu Michel. Bon, le conseil que je leur donne souvent, c'est d'être toujours unis, qu'il n'y ait pas la division. Vous savez, quand il y a la division dans une famille, ça ne va pas bien. Mais quand il y a l'union, s'il y a l'union dans la famille, les enfants doivent se réunir, ils doivent parler le même langage, ils doivent traiter les mêmes problèmes. Même celui qui n'a pas assez de moyens, quand les enfants se réunissent, sa pauvreté ne se présente pas. Quand il y a un problème, tout le monde met la main dans la pâte pour le résoudre. C'est le conseil que je leur donne toujours. Mais j'espère bien qu'ils vont garder ces conseils pour leur avenir prospère. Et je suis l'adjudant-chef de gendarmerie en retraite. Ce dimanche passé, comme c'était la grande réunion, nous faisons cette réunion dans les maisons, je n'ai plus au siège. Vraiment, c'était ici en bas. Il était assis à côté de moi. Et c'est nous qui gagnons la cotisation, nous deux. Parce qu'il y a une cotisation de 50 000. Puisqu'on n'a pas voulu que ça mette très longtemps, on verse donc cet argent et on le divise en 2 personnes. C'est lui et moi qui devions toucher cet argent. L'argent, nous ne sommes plus beaucoup comme l'année passée. On allait même parfois à 200 000. Bon, cette fois-ci, comme la conjoncture économique, nous sommes donc à 6. Et les 6 personnes donnent 300 000. On a remis l'argent à Michel que bon, voici 300 000, tu les partages en deux, tu donnes 150 000 à Étienne. Vous partagez l'argent quoi. C'est là que je ressens que Michel se porte. Vraiment pour compter l'argent, Michel a la peine de compter 300 000 de partager. Je suis allé jusqu'à lui dire, tous les membres ont compris que, mais Michel, tu es incapable de compter l'argent. Il a compté cet argent. À peine, il m'a remis 150 000. Pour que Michel remette ses 150 000 francs propres, il a déjà donné ma part. Sa part pour mettre ça dans le porte-monnaie. Il donne l'argent, ne fait que tourner. Je dis non, Michel, comment l'argent pour le mettre dans le porte-monnaie, il a la. Et dans tout ça, il ne répond pas. Et l'homme qui aimait beaucoup parler, tout ce que je lui disais, Michel n'a pas dit. Voilà donc le moment où manquer est arrivé. On a placé la nourriture sur la table.
Parce que parmi nous, il y a ceux qui vont ailleurs, ils sont pressés, ils ne peuvent pas manger, ils amènent des plats. On les sert et ils mettent soit dans le sac. Michel ne m'a rien dit, il s'est seulement levé comme ça, je l'ai vu tirer le pantalon. Il est rentré à la maison. Nous croyons donc qu'il allait chercher les plats. Quand il n'y a pas d'enfant lui-même, il pouvait aller prendre ses plats. Parfois, l'enfant amène les plats partout de l'homme. Il appelle soit partout. Mais cette fois-ci, il s'est levé. Il ne nous a pas dit que j'arrive ou que au revoir. Michel s'est levé et il s'en est allé. Et jusqu'aujourd'hui, sa mort, on n'a pas eu autre comportement. Il ne nous a pas dit qu'il est malade, rien, mais son attitude ce jour me laisse quand même entrevoir. Donc, jusqu'à la journée de la vie, lorsque la nouvelle est venue, Michel est mort. Ils sont tous tombés dans le on ne sait pas comment, et vraiment, il est mort d'une mort comme ça, il n'a pas pu parler, il ne nous a rien dit. Je suis très surpris. Je dis que je suis l'un de ses meilleurs amis, un frère, un ami. Mais Michel ne m'a rien dit concernant son état de santé. Oh, Michel était un homme très sympathique. Vraiment, le moment. Je me suis levée le matin. J'ai dit que ça fait lundi, je n'ai pas vu le père, papa Michaud. On était à la messe dimanche. Lundi, j'ai dit que je n'ai pas vu. Je descends. J'ai dit aux enfants, comme ils étaient à la maison, il faut que je guette, voir comment est le père là. Par où il est sorti ou comment. Je sors, je vois la grande porte ouverte. Je cogne, j'entre. Je trouve le père, on prenait la glycémie. Il était là, il faisait aïe comme un enfant. Je dis, hey, papa, ça fait mal. Il rit. Après, on a fini, il rit. Je dis que oh, je passais comme ça, demander comment je peux faire pour aller voir mamie. Comme il est malade là. Ça fait 3 jours que je n'ai même pas appelé. Je voulais juste arriver pour le voir. Il me dit non. Pour mamie, ça va. Comme tu dis là, aujourd'hui, mamie n'est pas à la maison. Je l'ai salué ce matin, on a causé le matin. Pathé a dit qu'il l'amène comme ça à l'hôpital. J'ai dit oui. Si c'est comme ça, peut-être ce sont les choses évidemment que je peux encore arriver là. Il dit oui. Et comme il causait avec l'infirmier l'indiquait comment il va faire avec son régime. J'ai dit que non, je ne distrais pas, il faut que j'appelle à la maison, après je reviens. Comme il était aussi malade là. Je sors, je rentre de la maison. Je reste jusqu'à 10h, 10h30. J'entends le petit Michou qui cogne ici. Thibaut est là. Le petit Bol aussi dit non, Thibaut n'est pas là. Il dit pardon, viens, on porte mon père pour m'amener à l'hôpital. J'étais en train de coudre dans la chambre. Je jette l'habit que j'avais en main. Je sors. Je cours, j'arrive à la maison. Je trouve le père sur le canapé, assis, il ronflait. J'ai dit, yeah, il va s'étouffer, il va s'étouffer. L'enfant arrête la tête. Le petit Mbolo que voulait le porter ensemble tourne les pieds. J'enlève les chaussures. On lui fait coucher. J'ai dit comme ça. Et comme on lui a fait coucher, je sens les pipis qui veulent sortir. Je dis, le père, il va nous faire quoi? Je rentre, je pisse à la maison. Le petit dit, maman, je cherchais comme ça son porte-monnaie. Je dis, touche les poches, on voit. Il dit, j'ai touché, il n'y a rien. Il était là, il fouillait les choses, il fouillait les choses. Après, il dit, non, maman, si vous avez 1000 francs là-bas, pardon, donne, on l'amène à l'hôpital. Je dis, je cours seulement à la maison, je rentre. En descendant là, petit Bolo là,
il court, il prend l'argent. J'ai tourné encore à la maison, le trouvé. Je vois déjà l'enfant lui porter au dos. On montait ensemble. La tête tombait, je poussais la tête. L'autre petit arrêtait la main. Il était sur le dos de l'autre petit. L'infirmier était de côté là, comme on l'a appelé, il est aussi couru pour venir. Arrivé en route, chance, on a trouvé un personnel. On dit pardon, cas d'urgence. Quand sonnait, il dit quand sonnait, c'est où? Je dis face Élise bas, deuxième rue. Il les a portés. J'ai dit à l'enfant là, je veux serrer aussi dedans. Il dit non, 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 non. Maman, laisse. Tu peux le porter, laisse-le pas avec Bolo, Bolo va le porter. Je rentre à la maison, je dis, je vais laisser le père là mourir entre les mains des enfants alors que je suis à la maison. Je mets seulement l'habit. Je monte aussi. J'ai pris aussi une voiture directe pour les sauces. Là, je descends, là où il y avait même l'hôpital, là. J'ai même traversé l'hôpital, je ne connaissais plus l'entrée. C'est l'enfant qui était en route pour chercher la voiture pour qu'on l'amène à l'hôpital central. Après, je vois un infirmier qui sort, il gronde, tu es toujours là, tu es toujours là. Je dis, c'est comment maman? Il est mort. Il dit non, il est dans le coma. J'ai dit que l'enfant s'il cherche la voiture, je sors. J'ai dit, montez à la première rue. L'enfant est monté. Il stoppait en route, nous étions en bas. On a vu un taxi en bas. On supplie le gars que, pardon, amène-nous le père à l'hôpital central aux urgences. La voiture l'a accepté. On dit, tourne pour entrer. Il tourne, il ne démarre pas. Comme j'ai couru pour dire à l'enfant qu'on a trouvé la voiture, chance, la voiture que l'enfant aussi a trouvée descendait encore pour tourner sur la route là. Je supplie encore le type, comme j'ai dit que, pardon, on a trouvé l'autre. Ne dis pas que l'enfant t'a dérangé. Il dit oui. Je vois qu'il tourne encore pour notre rue là. Je cours avec l'enfant, on supplie les mains, on soulève les mains que pardon, viens, pardon, viens. L'autre là n'a pas pris. Le gars là est venu. On dit entre à l'hôpital, il entre, il tourne. On a porté le père avec les infirmiers, les enfants. On descendait en voulant mettre dans la voiture que Brice aussi arrive. On entre ensemble. En rouge, je tape. Il tournait la tête. Il voulait pencher la bouche. Je pousse un peu. Quand j'ai poussé la bouche, j'ai vu les deux enfants commencer à pleurer. J'ai dit non. Il était seulement mal couché. Le père n'est pas mort. Arrivé à l'hôpital, on va nous dire ce qu'il ne va pas. Ne pleurez pas. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. J'ai dit ne pleurez pas. Vous allez tuer le père. Vous allez tuer le père. Ils se sont tués. C'est comme ça que le père est parti. Je ne sais pas. Arrivé à l'hôpital central, je croyais que peut-être on pouvait mettre l'oxygène. On portait, on entrait dans le salle d'urgence. Je guette mamie, ma mère, comme j'ai appelé, elle m'a dit qu'il était à l'hôpital, il nous attend. Je guette partout, je ne vois pas. Je les ai dit que comme on est entré avec, laissez, je monte en haut. Regardez si mamie est là. Parce que deux fois, eux venaient deux fois payer les remèdes ici à l'hôpital central. Parce qu'on me dit que la pharmacie de là est un peu moins chère par rapport aux autres pharmacies. Juste, je monte, je le trouve assis. Il me dit, tu as dit que quoi? J'ai dit, c'est mon cas, on a dit qu'on amène le père ici. Il avait quoi? J'ai dit que le matin, l'infirmier, j'étais aussi à côté, on a dit seulement que la glycémie monte. Je ne sais pas, maman. Elle dit, c'est comment? J'ai dit, ma, je ne sais pas, viens, on descend seulement. On part, tu le vois aussi. On descend, on tourne. Il suivait la route qui allait à la morgue de Message. Je dis non, on descend. L'urgence, c'est encore en bas. Je dis, la mère, je ne savais même pas que l'urgence là était en bas. On arrive. On entre en salle. On marche, on marche. Voilà l'infirmier qu'ils ont porté pour entrer. Qui nous trouve aussi. Face à face, demander où est la femme du père qu'on amène, on a amené ici. Ma mère dit, me voici. Elle dit, on ne peut rien. On ne peut rien. Alors, on quoi? Si on ne peut rien. On quoi? Si on ne peut rien. Je vois ma mère commencer à pleurer. Je dis que toi aussi, tu n'es pas en santé. Tu veux partir un jour avec le père. Tu vas partir même jour avec le père, maman. C'est seulement le si au quartier, on est arrivé. Papa Michaud était le premier arrivé. Nous aussi, nous sommes venus le trouver. On était
Je peux dire le troisième, parce que celui d'en haut, M. Manga elle avait déjà construit. Mais c'est nous qui avons commencé à habiter avant qu'ils sont venus nous retrouver. Et on n'avait pas de problème. Je croyais que comme mon mari est mort, il peut garder encore les enfants pendant 5-10 ans avant de partir aussi. Comme Dieu n'a pas voulu, ils sont partis même année. Nous avons accepté, on n'avait pas de problème. On s'entendait. Hein? Si madame, tu as dormi comment? J'ai dit non, ça va papa. Si l'enfant est malade, il te dit l'enfant là c'est comment? Lui-même vient regarder. On vivait ensemble, on vivait comme en famille. On ne pouvait même pas savoir si on n'est pas d'une même village. C'est la mort qui va nous séparer là, que je veux même voir là où il sortait. Bon, depuis on vit ensemble, là, on est en famille dans Yaoundé. Papa Michel, c'était un ami à mon mari. Quand je suis rentrée en mariage, j'étais collée avec mon mari, M. Ndoumbe, qui est décédé aussi depuis. Il est décédé, lui-même il est quitté, aller m'accompagner pour le deuil de mon mari. On était tellement collés, familiers. Donc nos enfants étaient ensemble. Nous avons vécu une belle vie en famille. Elle, moi et sa femme, on était toujours ensemble comme des sœurs. Lui et mon mari, ils étaient aussi là. Aucun problème. Jusqu'au moment où ils ont quitté Ouakele, venus ici. Donc c'est le moment qu'on a commencé à se séparer un peu, comme l'éloignement aussi faisait beaucoup de choses. Alors vraiment, papa Michel, je parle comme ça, le cœur pleure, mon cœur pleure. Papa, que la terre de nos ancêtres te soit légère. Vraiment, va en paix. C'est le chemin de tout le monde. Je te souhaite bon voyage. Je suis Séraphin Mekembon, président de la Murendi. Donc, j'entre à la Murendi en 90 et je deviens vice-président en 94. Pendant ce temps, papa Mi était président. Je le secondais. Quelques mois après, il a été affecté quelque part vers le sud. Je deviens donc président. J'ai fini le mandat et j'ai été reconduit jusqu'à aujourd'hui. Ce que je retiens de lui, c'est un homme dynamique, un homme qui aimait la vérité, un homme qui aimait sa population. La preuve en est qu'en Guaykele, il a construit des maisons et beaucoup de nos gars, tous les Gambo qui arrivaient là-bas, ils n'avaient pas de problème, que tu aies l'argent ou pas, ils te logeaient. La preuve, quand il est mort, beaucoup ont écrit même pour dire que c'était le meilleur bailleur qui comprenait les problèmes des jeunes. Donc jusqu'à aujourd'hui, qui part, vraiment, nous avons de la peine pour voir qui pourra le remplacer. Ils n'étaient que deux doyens dans notre réunion. Et ils nous laissent maintenant un seul, papa Jean-Marie. Nous prions Dieu pour qu'il puisse aussi nous encadrer pendant longtemps avant de repartir comme papa Mi est parti. Mais sinon, papa Mi est un homme bien. Nous connaissons, tout ce que nous connaissons de lui, c'est un homme dynamique, un homme qui aimait sa population, qui aimait sa famille. Donc, nous avons vraiment un très bon souvenir de lui et nous pensons que nous allons suivre ses pas pour que cette réunion ne sombre pas. Oui, papa Ngou Michel, je l'ai connu quand je suis arrivée ici en 81. Et comme il y avait une association d'Imbo ici, que mon oncle qui m'a amené ici, contrôlait, dirigeait, parce qu'il a voulu que les Mbo qui sont à Yaoundé, même si c'est les Mbo de francophones ou anglophones, on était comme une famille. Donc c'est à partir de cette réunion que je l'ai connu. Et après, j'ai découvert qu'il est né même année que mon oncle maternel. Moi, j'ai commencé à travailler et j'ai déménagé puisque mon oncle partait à Bamenda. Je suis partie le retrouver en Guayaquil. Mais avant ça, on s'était déjà connus. On était déjà en famille. Même sa femme, elle nous a pris comme ses enfants. Et puis, il y avait des mini-cités. Ses enfants ont grandi devant moi parce que c'est un papa qui était vraiment
un père de famille, un chef de famille. Il accueillait tous les enfants qui venaient en Kwekele, Mbo ou autres tribus. Tout le monde était à l'aise chez lui. Donc c'était un rassembleur, un grand rassembleur. J'ai dit tout ça avec un pincé de douleur dans mon cœur, mais comme quelqu'un doit d'abord partir et les autres suivent, et comme Dieu a respecté la hiérarchie, que le Père qui nous a élevés est parti, vraiment je suis très content, je rends grâce à Dieu. Après ça, on a créé la réunion de notre secteur, c'est-à-dire l'Ondune, l'Ngen, et il était membre. Il a toujours cheminé avec tout le monde. Il n'a jamais désisté d'une réunion. Donc c'est comme ça qu'on s'est familiarisé. On était en Guadeloupe, on était ses enfants, il nous a accueillis. Ici, ces enfants étaient mes enfants. Ils sont déjà grands aujourd'hui, oui. Et vous savez, quand on vit ensemble, il n'y a pas de perfection, il y a toujours des petits hauts et bas, mais on a surmonté tout ça. Il m'a amené, je lui ai émis le vœu que je voulais avoir un petit bout de terrain. Il a tenu ma main, il m'a amené ici à Colmessin. Il m'a amené chez le propriétaire terrain et on a acquis le bout de terrain ici, que j'habite jusqu'à aujourd'hui. Et lui, il est à côté de moi. Vraiment, j'ai été bien encadré, très très bien, par sa femme, par lui-même. Avec les enfants, on était tous ensemble. Il y en a qui venaient chez moi, et moi je venais, même mes enfants sont venus passer des projets. Il y a ma fille Emilia qui a habité chez lui quand elle est venue au lycée bilingue. Bon, les contacts sont restés et il est un homme, ça dit qu'exemplaire. Il n'est pas parfait comme tout autre être humain, mais vraiment, c'est un père qu'on va vraiment regretter sa disparition. Papa Mbombo, comme on l'appelait, Mbombo ou Michaud. Papa Michaud, ça dit tous les autres en Guayac, ici à Colmès, on l'appelait Papa Michaud. Mais dans la famille, on l'appelait Mbombo. Parce que quand on a couché son homonyme, le nom de Mbombo est resté. Et vraiment, je rends grâce à Dieu. Et on a passé des agréables moments avec lui. Il venait ici chez moi tout le temps. On causait. Il me disait les petits hauts et les petits bas. Je lui dis que papa, c'est ça la vie. Il n'y a pas de perfection. Il n'y a pas l'être humain qui n'a pas de fautes. Donc, c'est comme ça que je constate amèrement qu'il est parti. Je n'ai pas suivi la maladie. Mais il me disait de temps en temps qu'il était un peu malade. Bon, un moment, il a eu l'hémiplégie, il s'est remis. Je ne savais pas qu'après ça, c'était le déluge qui devait arriver. Bon, ben, on rend grâce à Dieu. Il est parti en paix. Il n'a pas dérangé quelqu'un, il n'a pas voulu déranger la famille, ses connaissances et tout. Sa mort nous a vraiment surpris, mais je crois que c'est la meilleure façon de partir parce qu'il n'a dérangé personne. Et le Benjamin a eu le bac, donc c'est la couronne qu'il mérite. Je remercie tout le monde qui l'a aimé, qui l'a connu et qui a travaillé avec lui. Je dis merci. L'abbé Amiami, Alain Valentin Balef, administrateur du centre eucharistique Sainte Famille de Liga Niavini. Je suis là juste depuis quelques mois. J'ai pris fonction exactement le 22 juillet de l'année en cours. Le 23, après la messe du matin, un papa est entré dans mon bureau, cherchant à me rencontrer. C'est après que je découvrirai que c'est Papa Michel Ngou. Il me dit, il s'est présenté à lui-même. Je suis Papa Michel, dit le dentiste. On a sympathisé, on a échangé, ça dit beaucoup de choses. Il m'a posé la question à la fin de notre causerie s'il pouvait se confesser. Je lui ai dit sans souci, je suis là pour ça. C'est comme ça qu'on a pris rendez-vous. Il a commencé à être son confesseur et en même temps son directeur spirituel. Ce qui fait qu'il m'a confié beaucoup de choses quant à sa famille, à sa vie, tout son parcours professionnel jusqu'à sa retraite et comment il a
ouvert son cabinet dentaire, de soins dentaires, ici en Colmesin. Chrétien généreux, je ne me souviens pas qu'il soit entré dans mon bureau un jour ici sans avoir eu à me garder un petit cadeau. Très généreux. Je garde de lui un monsieur, le souvenir d'un monsieur bien propre, élégant, toujours bien mis et vraiment jovial. La dernière image, c'est ce dimanche-là. Il était à la messe dans une tenue en pagne, bien propre, bien repassée. Toujours gai, on a chanté, on a dansé à l'église. Et à la fin, on a échangé. Avec les paroissiens, il a échangé. Tout jovial, il a même partagé un repas d'amitié avec les autres paroissiens. C'était naturellement des beignets. Et c'était monsieur bien. Ce qui fait que quelques jours seulement après, on m'apprend, c'est monsieur, il y a le sacristain qui m'appelle pour me dire, est-ce que tu sais que Papa Michaud n'est plus? Je dis, c'est pas possible. Papa Michaud que j'ai vu dimanche, qu'est-ce qu'il a eu? Un malaise. Je dis, c'est pas possible, je vais croire quand je vais le voir. Que le Seigneur, qu'il a longtemps cherché, daigne l'accueillir à bras ouverts dans sa félicité, et que, y étant, il accompagne cette jeune communauté de ses prières, de son Michel, c'était mon collègue à l'EPC. Lui, il était dentiste. Moi, j'étais infirmière en bas. Donc, depuis, on se connaît parce qu'on était les collègues. On a cheminé ensemble. Maintenant, nous sommes allés à la retraite. On est venu se retrouver encore ici en Colmesin où on a formé une petite association. Mais je suis dans le regret pour sa disparition. Parce que vendredi, il était chez moi pour prendre encore les numéros d'une de nos collègues qui est aussi à la retraite. Mais après, on me dit qu'il est mort. Je suis dans le regret. Tout ce que je peux dire, qu'il parte se reposer. Il a beaucoup travaillé. Maintenant, il lui faut un bon repos. Et on remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait ici pour Michel. Michel, c'était quelqu'un qui aimait les gens, en réalité. Moi, je n'ai pas entendu un jour que Michel a fait les problèmes avec une personne. Non, toujours le sourire. Partout où je le trouvais, il ne faisait que m'appeler Augustine. Viens, on s'assoit, on bavarde. S'il y a un petit pot, on se partage et on part. Moi, je pars, je le laisse là-bas. Toujours souriant, toujours souriant. Ce n'est que ça que je peux dire pour Michel. Moi, je ne l'ai jamais vu fâché, en aucun jour. Bon, je rends grâce à Dieu. Que la terre de nos ancêtres le soit légère. Aujourd'hui, Bobo, j'ai l'occasion de parler de toi parce que tu ne l'es plus. Tu as toujours été un papa pour moi, un conseiller, je dirais même à la longue, un complice. Parce que je me rappelle quand je suis arrivée dans cette famille, je dirais que je suis ta première belle-fille dans ta maison et tu m'as accueillie à bras ouverts et je suis Madame Emadouan Colette. Et tu vois que l'acceptation n'a pas été facile. Et toi, tu as toujours été là pour moi parce que tu m'as montré l'amour d'un père. Et tu es allé jusqu'aux profondeurs en me donnant l'affection dont j'avais besoin. Aujourd'hui, je dirais que tu es parti si tôt. Pour moi, c'est si tôt parce que tu n'as même pas encore commencé à bénéficier de tous ces fruits que tu as inculqués à tes enfants. Quand j'entre dans la famille Ngu, je me souviens encore, c'était lors de ma rencontre avec son fils, Emadouan Clément. Et ce jour, Mbombo, j'ai fait la connaissance de Mbombo
en passant quoi. Mais ce n'était pas dans les profondeurs. Mais c'est quand j'accouche notre premier fils, qui est son Bombo, il m'appelait Nyambo. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un feeling qui passait entre Bombo et moi. Bombo, je me souviens, j'étais sortie de l'hôpital, il est quitté de... À l'époque, il était à Enongal Boulou. Il est arrivé, il n'a pas déposé son sac, il est venu me rendre visite. Et ce jour, j'avais tellement faim. Bombo a sorti de sa poche de l'argent, il m'a dit, maman, mange. Parce que j'ai dit, Bombo, j'ai l'angine, je ne parviens pas à manger parce que j'ai faim. Et j'ai vu comment il m'a serré dans les bras et il a pris son petit-fils. Pour lui, c'était une joie. Et je découvre que ce papa, il aimait l'union. Et plusieurs fois, nous étions toujours, quand il fallait se rencontrer pour parler, on ne cessait de parler de la rencontre entre ses enfants et lui, comment nous devons être unis pour former une seule famille, qu'on ne doit pas être divisé. Et le travail a commencé, le processus a commencé à se passer parce que lui et moi, on était toujours en communication par rapport à comment faire pour pouvoir rassembler cette famille. Et il a toujours été pour moi un appui, un soutien. Et moi, j'étais un soutien aussi pour lui parce qu'un papa qui t'écoute et qui met à la lettre tes conseils, ça veut dire que tu as du potentiel. Et il ne met pas ça entre parenthèses. Et c'était un défi pour moi. J'ai dit, je ne vais pas décevoir mon Bombo. Il faut qu'on se mette ensemble. Donc, à chaque fois qu'il y avait une situation, il ne cessait de me dire, Inyambo, toi-même, tu vois la situation, c'est comment. Et les idées qu'on apportait, on allait à l'endroit de cette idée et ça marchait souvent. Et aujourd'hui, à la veille de ton départ, Bombo, tu m'as tellement nourri d'espoir. Je ne pouvais même pas imaginer un seul instant que tu étais en train de partir et c'était ton au revoir. Je me souviens, je pense encore au dernier repas qui était une assiette de fruits. Tu as dit mangeons, je t'ai dit je ne pouvais pas manger. Les autres ont mangé et tu nous as raconté tellement des histoires. Et ces histoires allaient à l'endroit de la Bible. Tu nous as parlé de la Genèse, comment ça a commencé et tu étais tellement motivé. J'ai dit waouh, si Mbumbu parle ainsi, ça veut dire qu'il y a des choses que le Seigneur veut nous apprendre en dessous. Et un mardi matin, on m'appelle, on me dit, tu es parti. Je n'arrive pas à croire. Mais je regarde un homme battant, un homme dynamique, un homme social, un homme d'amour, de paix. C'est ce que j'ai regardé en toi quand tu étais couché sur le placard. J'ai dit, papa, va en paix. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de pouvoir témoigner. Ceux qui sont proches de moi, qui connaissent, ils savent que ton complice est parti. Mon complice est parti dans le sens qu'il m'apportait beaucoup dans la famille Ngu. Papa, on ne va pas t'oublier. Nous resterons toujours, comment je peux dire, nous resterons toujours là à penser à tes bienfaits, à ressasser cela et mettre cela en pratique parce que tu as laissé quelque chose de très fort qui est l'amour. Celui qui suit cet amour, il ne sera jamais déçu. C'était premier petit-fils de Papa Ngou Michel. Alors, durant son parcours, c'était un homme vaillant, c'était un homme juste, c'était un homme de principe. Et l'une des choses qui m'a marqué durant sa vie, c'est qu'il mettait toujours l'accent sur l'école. Donc, sa priorité, c'était que tout le monde puisse faire l'école. Et quand tu travaillais à la sueur de ton front et tu as obtenu des résultats, il t'encourageait. Et c'est ce qui m'a marqué. Et avant de partir, on a eu une dernière discussion en Guaykele lorsqu'il venait arranger la chambre d'une étudiante. Et on a beaucoup discuté, on a beaucoup parlé. Et il m'a dit ce qu'il voulait faire, comment il devait réunir ses enfants. Et ce qui me marque, c'est qu'il était toujours là pour la paix. Il n'aimait pas les conflits. C'était un homme rassembleur, c'était un leader. Et aujourd'hui, il est parti. Ma prière, c'est que ses enfants, ses petits-fils puissent continuer ce qu'il a laissé. Donc, tu es parti. C'est un grand vide, c'est un gros vide dans nos cœurs. Et tout ce que je souhaite, c'est que son âme repose en paix et que ce qu'il a laissé puisse continuer jusqu'à la énième génération. Papa, c'est triste de te faire un message maintenant par vidéo.
pour te dire adieu. Je veux tout simplement te dire merci parce que tu as toujours été là. Depuis le moment où je suis partie de la maison en Konsamba, j'ai atterri à Yaoundé. Tu as été à mon écoute, tu as été un conseiller pour moi. Et maintenant, tu es parti. Merci pour l'œuvre que tu as faite. Merci pour tout le travail que tu as abattu pour nous. Maintenant, va et repose-toi. Tu as beaucoup travaillé et la maladie a eu le dessus sur toi. Ça, c'est la volonté de Dieu. Nous ne pouvons rien contre la volonté de Dieu. Va, papa, et repose en paix. Bien, papa Michel, il est souvent très difficile de parler en très peu de temps de quelqu'un qu'on a connu qui a marqué les mémoires, qui a marqué les individus, qui a façonné les hommes de la trame de papa Michel. La réalité, j'ai connu papa Michel à travers les courriers que nous envoyons à Yaoundé, du temps où j'étais encore très jeune garçon, au lycée du Manengouba. C'est par son truchement que nous envoyons des courriers à Pierre et à Norbert, qu'il hébergeait d'ailleurs dans son domicile à Yaoundé, en Boakili. Donc c'est comme ça que nous entrons en relation avec un papa Michel que nous ne connaissons pas, mais qui s'est très tôt révélé comme un père. Comme un père. Et tu sais, Clément, papa Michel, c'est le père de notre famille. À l'époque, il n'y a pas de division comme aujourd'hui. On dit des bétons de Ekao, des bétons de Bokambo. C'est généralement avec que nous faisons des grandes réunions de bétons. Donc, je garde cette mémoire-là et je ne vois pas de différence entre lui et mon père. Donc voilà comment j'ai connu papa Michel. Je sais qu'il a hébergé mon grand frère, qui s'est révélé comme mon père plus tard, parce que c'est pas lui que nous envoyons, c'est papa Michel que nous envoyons nos doléances à Pierre, et c'est pas, et lui il nous envoyait de l'argent parce que, bon, en tout cas c'est notre père. Donc, par la suite, ma petite soeur Delphine est partie à Yaoundé, et c'est là où elle a habité. J'ai commencé à développer donc cette curiosité de voir, de savoir qui est vraiment papa Michel. Je l'ai rencontré furtivement comme ça un jour à Eka. Je l'ai observé. J'ai compris que c'est un homme affable, calme, tranquille. Il ne bavardait pas beaucoup. Hein. Généralement, voilà comment je l'ai connu, il ne bavardait pas beaucoup. Et quand il avait quelque chose à dire, il disait la chose. Jusqu'au moment où je suis arrivé à Yaoundé, c'était en 1983. C'est à ce moment-là justement que je découvre vraiment qui est papa Michel, qui est maman Dorothée Bonken, qui a le nom de ma mère aussi. Je n'ai pas habité chez lui, j'ai habité directement avec Pierre, mais chaque fois j'allais là-bas, et c'est là où je mangeais, je passais les midis là-bas, je fréquentais au collège Madeleine. Bon, mais chaque fois qu'il y avait quelque chose à la maison qui nous concernait, papa Michel venait trancher. Chaque fois, et même tu te souviens bien, quand on m'a nommé ici à Yaoundé, le jour de notre installation, c'est lui qui a pris la parole comme chef de famille. Donc, je garde un souvenir vraiment vivant, vraiment éloquent de cet homme qui nous quitte à cet âge où on a vraiment besoin des hommes d'un certain âge auprès de nous pour nous donner davantage de conseils. Parce que, figure-toi, à notre âge, nous avons toujours besoin des gens comme lui. Il est parti vraiment très tôt, nous sommes vraiment désolés. C'est une perte pour un patriarche de son rang. Alors, tu sais que c'est lui qui a beaucoup plus encadré mes petites sœurs, Delphine, Matt, qui ont régulièrement habité chez lui. Non seulement à Boakele, mais également comment on s'appelle encore, en tout cas où vous êtes là. Colmesen. Colmesen. Donc, personnellement, chaque fois que j'ai eu à demander un conseil à papa Michel, j'ai eu ce conseil sans beaucoup de discours. Il m'a dit exactement ce dont j'avais besoin.
chaque fois que je l'ai eu 2 fois, j'ai eu à lui poser des questions 2 fois. Il m'a donné des conseils qui m'ont rassuré 2 fois. Notamment des affaires de la famille. Il m'a dit, Emmanuel, voilà ce que j'ai entendu. Il m'appelait Sambo. Sambo, tu sais qu'il aimait bien appeler les gens Sambo. Sambo, Emmanuel, Moumin, nanana. Donc, il y a Domin, ni Pierre bon, ni Pierre bon, quand on a il y a pas ni Binyam, et ça m'avait beaucoup fait plaisir parce que je n'ai jamais eu un père qui me donne des conseils en ce qui concerne ma vie et en ce qui concerne la vie de la famille. Donc, c'est avec beaucoup de peine que nous allons lui dire adieu, mais c'est aussi avec beaucoup de joie que nous allons pouvoir l'entendre. Bon, je dois commencer par dire que nous sommes suffisamment affligés par le départ brusque, parce qu'on ne s'y attendait pas, de Papa Ngou Michel, que nous avons généralement appelé de manière affectueuse Papa Michou. Il revient du village le week-end où il a assisté à un deuil, et dès qu'il revient, 2 jours après, il tire sa révérence de la manière la plus inattendue possible. Cela nous afflige énormément, cela nous met énormément dans un état d'émoi et de stupéfaction sans nom. Parlant de Papa Michel, vous le savez, je dois le dire, d'abord, il est un membre de ma famille. Il est le mari de ma tante, la petite sœur de ma maman, ou alors la cousine, les noms cousin, cousine, ça n'existe pas chez nous, mais la cousine de ma maman, qui a grandi avec ma maman dans la maison de mon grand-père, où elle a été prise par Papa Michel pour devenir son épouse. Donc, depuis notre bas âge, nous avons régulièrement reçu Papa Michel et son épouse à la maison comme membres de la famille. Nous avons donc grandi avec lui, nous avons grandi en sachant, quand nous étions au village, que nous avions un tonton à Yaoundé. Et quand il venait au village, il s'assurait bien évidemment qu'il passait à la maison, nous rendre visite, renforcer ses liens de famille, renforcer ses liens de fraternité. Lorsque, en 1986, je passe le baccalauréat, je suis admis à l'université de Yaoundé. Enfin, lorsque je pars d'un Konsamba pour ma première inscription à l'université de Yaoundé, je suis accueilli par Papa Michel, déjà dès ma descente de train à la gare ferroviaire de Yaoundé. Ce que je fais, c'est d'aller chez Papa Michel, que j'ai rencontré à la clinique de l'hôpital presbytérien de Djongolo, qui m'amène à la maison, je passe la nuit à la maison, je fais des formalités d'inscription, il m'accompagne dans toutes ces formalités. Et lorsque je reviens, ça c'était en juillet, lorsque je reviens en octobre pour commencer définitivement les classes, je suis installé dans ce qui est aujourd'hui sa minicité. C'était à l'époque sa maison, après il a construit encore Mécène, il a transformé cela en minicité. Mais pour la petite histoire, pendant les 3 années que j'ai passé là, j'étais le concierge. C'est moi qui récupérais les loyers, et chaque fois que je récupérais les loyers, j'allais rencontrer Papa Michel en Colmécène pour lui rendre compte de la gestion de la minicité, le paiement des loyers, l'entretien qui était nécessaire. Il y avait donc cette relation fusionnelle entre Papa Michel et moi. Je lui ai rendu ses services de manière loyale, de manière noble, de manière filiale pendant toutes ces années que j'ai passées là. Et lorsque je pars de cette minicité, parce que je dois rentrer dans la vie professionnelle, nous avons gardé ces liens qui étaient davantage des liens de famille. Donc vous comprenez que la perte de Papa Michel, le départ brusque de Papa Michel pour l'éternité, c'est une perte énorme pour nous. Ce que je retiens de lui, ce que je retiens de Papa Michou, c'est son caractère plein d'humeur, plein d'humour, son caractère plein en fait, cette tendance à raconter des histoires du village, comment il est arrivé à Yaoundé, comment il a eu une enfance difficile, à raconter régulièrement son histoire pour encourager les jeunes qui passent par des difficultés à ne pas baisser les bras, à se dire, quelle que soit la difficulté, quelle que soit l'épreuve, on peut toujours réussir, on peut partir de rien, parfois même sans grand diplôme,
et réussir à construire une mini-cité en Guayaquil, réussir à mettre un toit sur sa maison, réussir à avoir des enfants qui aujourd'hui font la fierté de papa Michel. Je retiens de lui l'image d'un grand homme qui aura servi sa famille, qui aura servi sa communauté, qui aura servi son clan, qui aura servi tous ceux qui sont autour de lui. Et c'est ça l'image que je voudrais garder de lui et que je souhaiterais que tous les autres gardent de ce grand homme qui nous quitte et qui s'en va. Papa Michaud, je le connais depuis ma temps d'enfance parce que il venait en Konsamba, c'est mon oncle, c'est notre papa, mon oncle paternel. Donc, il venait régulièrement en Konsamba pendant que j'étais toute petite. Et je ne sais pas si c'est le destin qui a voulu que je parte, je continue avec lui. Je me suis retrouvée à Yaoundé en 82, en 6e, quand je faisais, je crois que c'était en 80, qu'est-ce que je dis 82, oui. Je faisais 6e au collège Madeleine, j'étais chez papa. On a vécu ensemble. Vraiment, c'était un homme exceptionnel. Très calme, très gentil. Papa ne nous grondait jamais, même quand on faisait n'importe quoi, quand on faisait de mauvaises choses, c'est maman qui avait le bâton en main, qui nous dressait. Et chaque fois que maman voulait nous menacer et que tu partais te plaindre, par exemple, te cacher, te blottir, mais papa, il te protégeait. Alors papa, vraiment, c'était un papa exceptionnel, surtout qu'à cet âge-là, j'avais déjà perdu mon père depuis. Il m'a comblé, il l'a remplacé, il a vraiment pris la place de papa et j'étais satisfaite. Nous étions satisfaits parce que il nous donnait tout ce qu'on voulait à la maison. Il nous donnait tout. Mais vraiment, l'autre mardi dernier, quand j'ai appris que papa est décédé alors qu'il était allé au village pour un deuil, quand j'apprends qu'il est décédé, j'étais surprise. Nous n'avons pas entendu parler de maladie, rien. Papa nous laisse subitement comme ça là. C'est un très grand manque, un très grand vide qu'il a connu autour de nous. C'était notre seul, je peux dire, quelques derniers patriarches qui nous restaient dans la famille. Nous avons encore eu une très grosse perte humaine dans la famille. On a perdu notre papa qui nous restait, qui nous prodiguait encore des conseils dans la famille. C'est très pénible pour nous. C'est une grosse perte pour nous dans la famille. Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais même pas comment nous allons pleurer papa. Nous n'allons jamais cesser de pleurer papa. Parce que papa, il a fait beaucoup de choses pour nous. Et quand il nous quitte subitement, sans qu'on nous dise un seul mot ou qu'il nous dise quelque chose de même ces dernières volontés, nous n'avons rien reçu de papa. Parce qu'il est parti comme ça. Bon, nous acceptons ce que Dieu a décidé parce que c'est lui qui décide. Et tout ce que nous attendons de lui, c'est qu'il nous apporte la consolation. Voilà maman qui l'a laissé toute souffrance. Avant même qu'il ne parte, maman était très malade au point où tout le monde a été très inquiété. Sa maladie a inquiété tout le monde. Aujourd'hui, on apprend plutôt que c'est papa qui part laissant maman. Ça nous fait beaucoup de la peine. Beaucoup de la peine. Alors, tout ce que nous pouvons dire à papa, c'est qu'il parte se reposer en paix et que la terre de nos ancêtres lui soit légère, que le Seigneur l'accueille dans son royaume comme il fait pour tous ses enfants. Papa. Ewoundje Samson David, je suis professeur de lycée d'enseignement général et actuellement en conseil en organisation administrative au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Alors, le souvenir, j'ai de très grands souvenirs de papa Michel. Déjà parce que tout commence en 1989, lorsque j'arrive à Yaoundé. Je suis admis au lycée bilingue de Sos. Et j'ai eu un souci lorsque j'allais, pour finaliser mon inscription là-bas, j'ai été en accueil à la ville. Et directement, je suis allé à l'hôpital Djongolo voir papa Michel. Il lui a posé le problème et il a résolu immédiatement ce problème. Et deuxièmement, pendant mon séjour au lycée bilingue, je passais régulièrement mes midis à Colmessin, à son domicile.
Et j'étais très bien reçu, très bien accueilli par Stade Dorothée et Papa Michel, à qui j'ai proposé d'habiter là-bas parce que partir de Foulane pour le lycée bilingue était devenu tellement difficile et coûteux. Donc je leur ai fait cette proposition d'habiter chez eux et ils ont accepté. Et mon séjour là-bas était vraiment convivial. La preuve en est qu'à la fin de l'année, j'ai obtenu mon baccalauréat à 4. Et puis je suis allé à l'université. Et une fois arrivé à l'université, j'ai une fois de plus bénéficié de sa sollicitude parce que, étant propriétaire des mini-cités, il a permis que j'habite dans ces petites cités et que je sois concierge. J'ai correctement assumé cette responsabilité. Donc je dois dire sur ce plan que Papa Michel était quelqu'un de bien, était quelqu'un de très bien. Il avait un style managérial qui était intéressant. Il n'était pas un dictateur, mais il faisait un management selon une approche participative. Et ça nous permettait effectivement à chacun de pouvoir développer son talent. Donc c'est un grand homme qui est parti. Au moment où il nous quitte, tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est que la terre de nos ancêtres soit véritablement légère, que le bon Dieu le garde véritablement à ses côtés. Il était un homme très bien, il est un modèle pour beaucoup de gens. Chacun a son histoire de Papa Michel et toutes les histoires sont toujours favorables. Merci. Oui, je suis Ungonzi Joseph, commissaire de police à la retraite. J'ai connu Papa Mi, la Mimi. Nous l'avons retrouvé là-bas parce que nous avons adhéré à la Mimi en 1986. Et il a toujours été un homme très très engagé, très patriotique et très dévoué. Je sais que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup ses frères et c'est pour ça qu'il avait rejoint ce milieu. Nous avons travaillé ensemble jusqu'à ce que nous aussi nous prenions les rênes du pouvoir là-bas pour diriger la Mimi suite au décès de nos prédécesseurs. Papa Zakari, et Papa Chéri Manambo, et Papa Manga, tous nos prédécesseurs qui nous ont laissés. Et puis, malgré le fait que la Mimi se soit dissociée à la création de Bana Sanzo, qui a rapporté une grande majorité, nous avons tenu le cap jusqu'à aujourd'hui. Et lui parmi. Donc c'est un membre très très important pour notre réunion. Au moment où il part, il nous laisse presque orphelins parce qu'il nous laisse maintenant avec la Gnole, qui est le seul doyen qui nous reste actuellement. Tous les autres sont ceux qui ont adhéré après les années 90, après les années 2000. Mais la Gnole, c'est l'une des vieilles, des vieux de la Réunion. Alors nous souhaitons que la terre de nos ancêtres lui soit clémente, qu'elle lui soit légère. Un homme calme, sobre et très réservé, mais qui chaque fois ne manquait pas de s'exprimer quand il fallait le faire. Mais il était très discipliné et il s'arrangeait toujours à être en règle avec les recommandations de la Murmi. C'est vrai, parler de Papa Ngou Michel, Papa Ngou Michel, je peux dire, c'est une bibliothèque. Papa Ngou Michel est celui-là qui apportait souvent de très bonnes idées quand nous nous retrouvions pour réfléchir sur les problèmes du village. Papa Ngou Michel, c'est celui-là qui était très attaché au village, très attaché à sa famille, très attaché, n'est-ce pas, à tout le monde. Papa Ngou Michel a passé beaucoup de temps à Yaoundé avec nous. Je l'ai vu arriver à Yaoundé tout jeune, juste après que j'ai terminé, en fait, que j'ai fait 2 années d'études techniques à Mbanga. Je suis revenu à Yaoundé, commencer les cours, n'est-ce pas, à l'enseignement secondaire général. Et pendant ce temps, sa maison de Ngouaïkele, j'ai eu à faire des petits jobs là-bas, notamment lycée la maison, pendant que les enfants étaient trop jeunes. Et papa me disait toujours que bon, maître, vraiment, je suis avec les enfants. Je n'étais même pas encore greffier à l'époque.
Et quand je suis devenu greffier, il me disait que j'ai beaucoup d'amour pour mes enfants. Si Dieu me donne les moyens, mes enfants pourront fréquenter. Et s'il va falloir qu'ils aillent même en Europe, je crois que je pourrais les soutenir. Donc avec beaucoup d'humilité et de simplicité, il a élevé ses enfants dans la dignité. Ses enfants ont tous un très bon niveau scolaire et je crois que tous aujourd'hui sont des salariés. Papa Michel, c'est quelqu'un qui a préparé sa retraite. Bon, au dernier moment, il a commencé les petits travaux à la maison parce qu'il me disait qu'un jour, je peux fermer les yeux, ou ma femme, ou l'un de mes enfants. Il va falloir que j'ai quand même un petit truc au village parce que tout le temps que j'ai eu à passer, c'était pour préparer, n'est-ce pas, pour élever les enfants. Bon, maintenant qu'ils sont déjà tous grands et mes moyens sont réduits, si j'avais suffisamment de moyens, j'aurais pu terminer la maison du village, mais je vais petit à petit, avec l'aide du bon Dieu, je pourrais terminer la maison du village. Donc, Papa Mi, c'est quelqu'un qui a toujours su rassembler les gens. C'est quelqu'un avec qui nous avons cheminé ensemble pendant plusieurs années, notamment pour l'obtention de l'autonomie du village Eka. Il est l'une des personnes avec qui nous nous concertions à Yaoundé avec le chef Maurice, qui n'était pas encore chef. Et nous faisions des déplacements sur le Konsamba, rencontrer le sous-préfet, amenons rencontrer le préfet. Mais quand Papa Michel ne pouvait pas se déplacer, il mettait le peu de moyens qu'il avait à notre disposition et nous faisions tout le travail. Si le village Eka est devenu autonome, je crois en 2000, c'est grâce au concours de Papa Michel aussi. Donc c'est un patriarche comme ça qui s'en va, un patriarche qui a beaucoup aimé non seulement ses enfants, mais aimé tous ceux qui le côtoyaient. Donc il a des sobriquets, on l'appelait Michou. Dans son quartier à Yaoundé, au Carrefour, je connais une famille Betty, on l'appelait seulement Mbang Michou. Quand on me voit, on dit mais papa Mbang Michou, on l'a vu, donc papa il est vraiment très sympa. Quand j'ai dit à ma famille, et Wondo qui est en Carrefour, que Mbang Michou est décédé, vraiment il n'en revenait pas. Donc papa Michel c'est une très grande perte, non seulement pour sa famille, mais pour tout le village Eka. Maintenant que papa Michel s'en va, il me laisse une lourde charge au niveau de Yaoundé. Donc je deviens en quelque sorte le doyen des ressortissants Eka à Yaoundé. Alors vraiment tout ce que je peux te dire, c'est que l'enterrement de Papa Mé se déroule comme cela se doit et que le Seigneur l'accueille auprès de lui, que Papa Mé aille se reposer en paix. Le travail qu'il a fait, qu'il a laissé sur cette terre, ce travail va vraiment continuer et même se perpétuer. Peut-être les enfants feront mieux que le père. Donc voilà ce que je pourrais te dire à propos de Papa Michel. C'est quand même un débrouillard. On va dans ma matelas. Nagi dia qui va qu'elle est. Nagi mané on casse son paye. On cani. Amane c'est ya, on capo ignon. Un peu mon ignon que. Les banques qui pour bailler mais que bon on va ailleurs mon mette. Cái mặt cái mình sẽ bị ngon bạn đi bên hay không vậy này ở đây là sẽ sẽ uống rượu nó tăng mình đi trên này sẽ đi trên này con ngon mà sẽ cũng buồn bên nó không mình không có một số chuyện